Il a commandé la Marseillaise et a fini guillotiné par la Révolution. Ils ont fait courir les premières Bugatti et gagné les 24 heures du Mans. Et aujourd'hui, vous pensez que c'est juste la marque du four de votre grand-mère? Oubliez vos fours. De Dietrich, c'est 341 ans de survie. Et ça commence par un chant. Strasbourg. Nuit du 25 avril 1792. Dans un salon de la place Broglie, un homme vient de passer la nuit à composer, fiévreusement, sur une commande du maître des lieux. La France vient de déclarer la guerre. Il faut un chant. Un chant pour les soldats qui vont mourir. L'homme s'appelle Rouget de Lille. Ce qu'il vient d'écrire deviendra la Marseillaise. Mais cette histoire, ce n'est pas la sienne. C'est l'histoire de l'homme qui lui a passé la commande. Du salon où le chant a résonné pour la première fois. De la famille dont le nom est gravé sur ce corps de chasse, le plus ancien logo industriel encore en usage aujourd'hui. Dans moins de 2 ans, cet homme sera guillotiné. Son entreprise au bord du gouffre. Et pourtant, 3 siècles plus tard, le corps de chasse sonne toujours. Comment une famille a-t-elle pu survivre à la terreur, à 3 guerres, à l'annexion allemande, aux révolutions industrielles? Voici l'histoire des 2 Dietrich. Et elle commence bien avant cette nuit de 1792. 1684. Dans une vallée encaissée des Vosges du Nord, près de Niederbronn, un homme fait un pari audacieux. Johann Dietrich, issu d'une famille de banquiers strasbourgeois, acquiert une petite forge au lieu dit Jägertal. L'endroit est idéal, des forêts à perte de vue pour le charbon de bois, du minerai de fer qui affleure le sol et des cours d'eau pour actionner les soufflets. Ce qui n'est alors qu'un modeste atelier de métallurgie va devenir le berceau d'un empire industriel. Johann ne le sait pas encore, mais sa descendance dirigera cette entreprise pendant 13 générations. En 3 générations, les 2 Dietrich bâtissent un véritable empire. Anoblis par Louis XV en 1761, ils deviennent les plus grands propriétaires terriens d'Alsace. Forges, hauts fourneaux, fonderies. De Jägertal à Zinswiller, de Niederbronn à Reichshofen, le corps de chasse des 2 Dietrich marque désormais les meilleures fontes du royaume. En 1778, Louis XVI accorde aux 2 Dietrich un privilège rare, une marque officielle en forme de corps de chasse pour protéger leur production des contrefaçons. Ce symbole de qualité, vieux de près de 250 ans, orne encore aujourd'hui les produits de la marque. C'est l'un des plus anciens logos industriels de l'histoire. Philippe Frédéric de Dietrich n'est pas un simple industriel. C'est un homme des Lumières, scientifique reconnu qui travaille avec Lavoisier sur la nouvelle chimie et reproduit les expériences de Volta devant l'Académie des sciences. Géologue, chimiste, franc-maçon, ami de Lafayette, il incarne l'idéal révolutionnaire de 1789. En 1790, il devient le premier maire élu de Strasbourg. 25 avril 1792. La France vient de déclarer la guerre à l'Autriche. Dans son salon de Strasbourg, Philippe Frédéric de Dietrich reçoit les officiers de la garnison. L'atmosphère est électrique. Le maire se tourne vers un jeune capitaine du génie, Claude-Joseph Rouget de Lille. « Monsieur de Lille, trouvez un beau chant pour ce peuple soldat qui surgit de toutes parts à l'appel de la patrie en danger. » Cette nuit-là, Rouget de Lille compose le chant de guerre de l'armée du Rhin. Le lendemain soir, c'est Philippe Frédéric lui-même, belle voix de ténor, qui l'interprète pour la première fois, accompagné au clavecin par son épouse. Ce chant, repris par les fédérés marseillais qui montent vers Paris, deviendra la Marseillaise, l'hymne national français. Mais la Révolution dévore ses enfants. Philippe Frédéric défend encore le roi quand les Jacobins veulent sa tête.
erreur fatale. Acquitté une première fois à Besançon, il est envoyé à Paris sur ordre de Robespierre. Le 29 décembre 1793, l'homme qui a donné naissance à la Marseillaise meurt sous la guillotine. Il a 45 ans. Pour la famille, le drame n'est pas terminé. Le fils de Philippe Frédéric, Fritz, tente de relever l'entreprise. Mais en 1806, il meurt à 33 ans. C'est la fin des deux Dietrich ? Non, c'est le début d'une légende. En 1806, une jeune veuve de 29 ans se retrouve à la tête d'un empire industriel au bord de la faillite. Amélie de Berkheim va accomplir l'impossible. Pendant 38 ans, elle va non seulement sauver de Dietrich, mais la transformer en leader de l'industrie française. À une époque où les femmes n'ont aucun droit économique, elle devient l'une des premières femmes chefs d'entreprise de France. Amélie ne se contente pas de gérer, elle innove. Elle comprend que l'avenir est dans le chemin de fer et transforme les forges en ateliers de construction ferroviaire. Elle instaure aussi une politique sociale révolutionnaire, logements ouvriers, formation, caisse de prévoyance. Le paternalisme industriel des deux Dietrich devient un modèle. Le pari d'Amélie était le bon. À son apogée, l'usine de Reichshofen produit jusqu'à 400 voitures de voyageurs et 3000 wagons par an. De Dietrich devient un fournisseur incontournable des compagnies ferroviaires françaises. Le corps de chasse roule désormais sur tous les rails du pays. L'annexion de 1870 bouleverse tout. L'Alsace devient allemande et de Dietrich se retrouve coupé de son principal client, les chemins de fer français. Quant au marché allemand, il reste fermé à cette entreprise au passé trop français. Il faut se réinventer. Poêles, cuisinières, baignoires en fonte, chaudières. De Dietrich entre dans les foyers. Et surtout, grâce à l'émaillage maîtrisé dès 1858, ils produisent leur première cuve en verre émaillé pour l'industrie chimique. Une technologie qui reste le cœur de métier de l'entreprise aujourd'hui. Face à l'annexion, les deux Dietrich trouvent une parade. En 1879, Eugène de Dietrich fonde une usine à Lunéville, en territoire français. C'est la naissance de Lorraine Dietrich, la branche Lorraine de la famille. Une entreprise, deux pays, une même ambition. En 1896, de Dietrich se lance dans une nouvelle aventure, l'automobile. Et pas avec n'importe qui. Entre 1902 et 1904, c'est un jeune ingénieur italien de 21 ans qui dessine leur voiture de course. Ettore Bugatti. Oui, ce Bugatti. Avant de fonder sa propre légende, il a fait ses armes dans les ateliers de Niederbronn. Mais c'est sur les circuits que Lorraine Dietrich va entrer dans la légende. 1925, victoire aux 24 heures du Mans. 1926, ils font encore mieux. Premier, deuxième, troisième. Un triplé historique, à plus de 100 km/h de moyenne, record absolu. Le corps de chasse alsacien domine le sport automobile mondial. Pendant la Grande Guerre, Lorraine Dietrich se lance dans l'aviation. Ses moteurs V12 de 450 chevaux équipent les meilleurs avions français. En 1927, c'est un moteur Lorraine qui propulse l'oiseau blanc de Ningesser et Colli dans leur tentative de traverser de l'Atlantique. Une page méconnue de l'histoire aéronautique française. Deux guerres mondiales. L'Alsace change de main, encore et encore. En 1939, le château de Reichshofen, siège historique de la famille, part en fumée. Mais les deux Dietrich tiennent bon, comme toujours. Après-guerre, de Dietrich devient un nom familier dans les foyers français. Cuisinière, four, plaques de cuisson dans les cuisines, chaudières et systèmes de chauffage dans les caves. Le haut de gamme à la française. En 1990, ils adaptent même l'induction aux plaques de cuisson. Mais dans les années 90 et 2000, la famille fait un choix stratégique, céder l'électroménager et le thermique pour se concentrer sur l'industrie. Le ferroviaire, lui aussi, prend son envol.
En 1995, l'activité est cédée à Alstom. Mais le site de Reichshofen continue de produire des trains. Les régiolis que vous prenez peut-être pour aller au travail, ils sortent toujours des ateliers fondés par les deux Dietrich il y a près de 150 ans. Au XXe siècle, une autre femme de Dietrich marque l'histoire. Suzanne de Dietrich, petite fille d'Albert, est l'une des premières femmes ingénieures de France. Mais c'est dans l'engagement humanitaire qu'elle s'illustre. En 1939, elle cofonde la CIMAD, qui aide les réfugiés fuyant le nazisme. Cette organisation existe toujours aujourd'hui. Amélie, Sibylle, Suzanne, 3 femmes d'exception portent l'héritage des Dietrich. Et aujourd'hui, de Dietrich est devenu le leader mondial des équipements en acier émaillé pour l'industrie chimique et pharmaceutique. 1400 collaborateurs dans le monde. Des usines en France, en Allemagne, aux États-Unis. Vos médicaments, il y a de fortes chances qu'ils aient été fabriqués dans une cuve de Dietrich. Et le plus incroyable, l'entreprise est toujours 100% familiale. 240 actionnaires, tous descendants de Johann Dietrich. En 2023, ils ont même racheté la part de BPI France pour reprendre le contrôle total. 341 ans, 13 générations et toujours indépendants. En décembre 2025, le groupe Brandt est placé en liquidation judiciaire. 700 salariés licenciés. Mais les marques, Brandt, de Dietrich, Sauter, ne disparaîtront pas et des projets de reprise sont en cours. Ces cuisinières qui portent encore le corps de chasse n'ont plus rien à voir avec la famille de Dietrich depuis 1992. Mais l'histoire de Dietrich continue. De la forge de Jägertal au réacteur émaillé high-tech, de Johann le banquier à Marc-Antoine le prix EY 2025, une constante demeure. La capacité à se réinventer. En 341 ans, l'entreprise a survécu à Louis XIV, à la Terreur, à 3 guerres, à l'annexion, à la mondialisation. Son secret ? Comme le dit Marc-Antoine de Dietrich, dans chaque grosse crise, nous nous en sommes sortis par l'innovation. La 14e génération se prépare déjà à prendre la relève.